Et du coup, aujourd'hui, on va vous parler de la guerre du Roussillon. Et c'est un épisode un peu spécial parce que vous êtes tous les deux venus un peu en touriste. Et du coup, j'aurais voulu savoir, est-ce que ça évoque quelque chose pour vous, la guerre du Roussillon, ou pas du tout? Non, pas trop, je savais qu'il y avait eu quelque chose en bas, mais j'en savais pas plus, j'avoue. C'est Bah, pas grave. à la fois oui, à la fois non. Le truc, c'est que guerre du Roussillon, moi, ça m'évoque 2 ou 3 conflits différents. Le conflit révolutionnaire, heu, dans les années 1795, et d'autres conflits, entre la France et l'Espagne un peu plus anciens, de mémoire sous Louis XIV. Heu, donc ça m'évoque plusieurs trucs, mais je ne savais pas qu'il y avait, une guerre du Roussillon Bah, qui soit séparée des autres. c'est pas vraiment séparé des autres, c'est toujours un peu le bordel, hein, souvent. T'as des guerres qui sont dans des guerres, qui sont dans des guerres, c'est Guerreception. Mais, mais oui, c'est vrai que aujourd'hui, c'est de la guerre de 1795 dont on va parler. Donc, pour préciser un peu plus, ça fait partie d'un conflit plus large qui oppose la France, pardon, révolutionnaire à plusieurs puissances européennes. Celle de la fameuse première coalition, hein, qui s'est étendue de 92 à 97 et qui va regrouper plusieurs guerres un petit peu partout entre justement la République française et les États monarchiques. La première coalition, si je dis pas de bêtises, normalement ça réunit, je pense, l'Autriche, la Prusse, la Grande-Bretagne, l'Espagne et le reste des différentes factions germaniques un petit peu partout, partout côté Est. Plus la Alors, Savoie, pardon? de mémoire. Plus Plus la la Savoie. Ah oui, plus Savoie, la Savoie, ok. Il y a du... en fait, ça dépend comment tu comptes les belligérants, mais pareil, tu pourrais techniquement compter, la Belgique aussi, si tu comptes les révolutionnaires belges, mais Ok. côté français. Ah, côté français, du coup. Ok, ah, c'est rigolo, ça, je savais On pas, tu vois. fera peut-être un jour un épisode là-dessus, très chers auditeurs et auditrices, mais oui, les Belges ont bel et bien fait la Révolution avant les Français. C'est juste Waouh! qu'ils se sont viandés. Ok. Bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, les relations entre la France et les monarchies sont pas tip-top giga cool depuis la Révolution française, et spécialement depuis 1793, puisque c'est la date de l'exécution de Louis XVI. Et ça va Depuis conduire à la la déclaration. séparation de la tête de l'État. C'est pas faux. De la tête et de l'État. J'aime beaucoup cette expression. Oui, j'avoue. Et donc, du coup, suite à ça, il va y avoir plusieurs déclarations de guerre contre la France par plusieurs États, dont justement aussi l'Espagne. Cette dernière a été dirigée par Charles IV et un ministre également, hein, assez influent, un certain Manuel Godoy. Et donc, nous vont ensemble déclarer la guerre à la France en 1793. On verra dans quelques instants la date précise. L'un des facteurs majeurs de l'entrée en guerre, c'est la crainte d'une véritable contagion révolutionnaire. C'est un peu comme une maladie. Et la monarchie espagnole se refuse à avoir cette maladie aux portes de sa frontière. Il va donc percevoir la Révolution française comme une menace directe à son propre régime. Donc le but de Manuel Godoy, parce que c'est surtout lui en fait qui dirige à ce moment-là, ça va vraiment être de chercher à neutraliser l'influence des idées républicaines. Pour ça, le Roussillon, ça va être une région véritablement stratégique en raison de sa proximité avec les Pyrénées, qui marquent une frontière naturelle entre la France et l'Espagne. En 1659, le traité des Pyrénées a d'ailleurs fait perdre ce territoire à l'Espagne, qui n'a jamais vraiment renoncé à sa volonté de le récupérer. La position géographique de la région, située au pied des Pyrénées, en bordure de la Méditerranée, en fait donc un point stratégique pour contrôler l'accès à la mer et à l'intérieur des terres. Et donc, forcément, c'est un point de friction majeur entre les deux pays. Et c'est donc le 7 mars 1793 que l'Espagne va déclarer officiellement la guerre à la France, rejoignant ainsi la coalition finalement contre-révolutionnaire. Alors quand même, un peu rapidement, comment elle se compose l'armée espagnole? Alors bien évidemment, il y a de l'infanterie, c'est de l'infanterie de ligne. Au niveau de l'armement, on va retrouver des fusils à silex, poudre noire, mousquets, pistolets, des piques, etc. Essentiellement, ils vont devoir se baser sur des guerres de mouvement, etc. Au niveau de la cavalerie, on va avoir des cavaliers type un peu genre hussards, dragons avec sabre, mousquet aussi. Au niveau de l'artillerie, on va avoir des canons, hein, bien évidemment, mais elle va être entravée par des problèmes logistiques et géographiques dont on a déjà parlé plein de fois.
Là où c'est intéressant, c'est qu'on va quand même aussi avoir la présence de milices locales ou volontaires qui vont être utilisées par les Espagnols pour défendre les points du Roussillon qu'ils possèdent contre les Français. Toutefois, c'est des forces irrégulières qui sont souvent assez mal équipées, mais qui, par contre, connaissent pour le coup parfaitement le terrain et vont utiliser du coup des tactiques de guérilla. Donc, ces sortes de guerrillos étaient particulièrement actifs dans les montagnes. Ils vont harceler les troupes françaises, couper les lignes de ravitaillement, mener des attaques surprises sur les convois, les colonnes, etc. Et vont finalement réussir à faire un peu le sale boulot d'une certaine manière. Alors, ce qui va être assez intéressant, c'est que dans ces fameuses milices, ces fameux guerrilleros, on va y trouver des Français. Et oui, puisque vous avez notamment pas mal de royalistes français qui vont fuir la Révolution et s'installer en Espagne et vont donc organiser des réseaux contre-révolutionnaires depuis certains points. Et effectivement, quand l'Espagne va attaquer la France, ils vont y voir ici une bonne chose pour créer une sorte de coalition contre-révolutionnaire et vont alors s'allier aux Espagnols. Donc ces Français vont être une ressource assez précieuse pour l'Espagne pendant la guerre, parce que déjà beaucoup d'entre eux sont des officiers, donc déjà formés à l'art de la guerre avant la Révolution française, et leur expérience militaire vont être assez intéressante pour eux sur le terrain. On a par exemple le cas de François de la Rochefoucauld ou Charles de Rohan qui vont avoir des rôles d'opération militaire dans la guerre du Roussillon notamment. On va aussi avoir le cas des légions des volontaires, donc composées essentiellement d'immigrés français, qui va servir de première ligne pour les Espagnols contre les armées républicaines, notamment au cours de la bataille de Perpignan, mais aussi celle de Collioure ou celle de Vernet. Mais surtout, là où les Français vont plus servir, ça va être vraiment en mode guérilla, reconnaissance, logistique militaire, etc., etc. Quoi qu'il arrive, l'un des problèmes majeurs de l'armée espagnole, ça va être sa difficulté à maintenir un ravitaillement adéquat en matériel militaire et en nourriture, en particulier, encore une fois, dans les régions montagneuses du Roussillon. Et ça, on en a parlé plein de fois. C'est ce que Léo a dit en premier, effectivement. L'approvisionnement est très, 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 très compliqué et va de fait aggraver les difficultés de coordination entre les différentes unités de cette armée de coalition, rendant la force espagnole moins agile, moins réactive par rapport à l'armée française. Et parlons-en justement de l'armée française, parce que là, pour le moment, on fait un petit focus sur les British, les Portugais et les nous, Espagnols. alors? Il est temps de parler de la France. Alors, c'est intéressant parce que la guerre des Pyrénées-Orientales, la guerre du Roussillon, c'est un théâtre qui est assez méconnu, qui est révélateur de tensions, de limites dans une armée en pleine mutation. C'est relégué au second plan dans l'historiographie de la Révolution française, alors que pourtant, tout comme en Espagne et au Portugal, ça représente un laboratoire des tensions que traverse l'armée républicaine à ses débuts. À l'heure où la France révolutionnaire affronte l'Europe monarchique coalisée, la guerre des Pyrénées-Orientales demeure une campagne souvent négligée, dans les récits militaires classiques. Pourtant, côté français, on a aussi des tensions. Instabilité de commandement, désorganisation logistique, absence de doctrine opérationnelle claire. Et ça, tout ça, ça va créer des problèmes, même si, bien sûr, il y a toujours la capacité d'adaptation, la mobilisation populaire et la résilience face à l'adversité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la guerre débute, comme on l'a vu tout à l'heure, officiellement le 7 mars 93, dans un climat de crispation diplomatique. La France, devenue républicaine, est donc perçue comme une menace idéologique directe pour les monarchies voisines. Dès les premiers mois, les troupes espagnoles donc franchissent l'école des Pyrénées et prennent plusieurs plates-fortes françaises, telles que Collioure, Port-Vendre et Bellegarde. Cependant, cette avancée ne s'accompagne pas d'une stratégie de percée totale. Les Espagnols, bien que supérieurs en nombre, vont mener une campagne prudente, plutôt défensive, et ne vont jamais tenter d'assaut direct sur Perpignan. Cette attitude va donc donner aux Français une marge de manœuvre inespérée. L'armée des Pyrénées-Orientales se distingue par sa fragilité structurelle. Sa composition d'abord reflète les réalités du volontariat révolutionnaire. Des soldats sont principalement issus du Midi, souvent peu formés, encadrés par des officiers parfois inexpérimentés et soumis à des commandements instables. Rien que lors de l'année 1793,
Pas moins de 8 généraux se succèdent à la tête de cette armée. Cette instabilité chronique nuit gravement à l'efficacité des opérations et démoralise les troupes. Le climat révolutionnaire pèse lourdement sur la structure militaire à travers des purges politiques, des rivalités internes et du coup l'instabilité du commandement qu'on vient de le parler. Tout ça, ça entrave une continuité stratégique. Les commissaires politiques sont même envoyés sur le front et n'hésitent pas à faire arrêter ou destituer les chefs jugés trop tièdes ou alors simplement suspects. La chaîne de commandement devient une zone de tension entre le pouvoir militaire et la surveillance politique, où la compétence tactique est souvent sacrifiée au profit de la loyauté idéologique. L'armée semble donc à la fois improvisée, divisée et mal encadrée. Mais au-delà des dysfonctionnements internes, c'est la logistique, encore une fois, qui constitue le principal frein à une efficacité durable. Les conditions géographiques sont particulièrement hostiles, cols enneigés, terrains escarpés, villages éloignés, ça rime à chaque fois, c'est rigolo, et routes peu praticables rendent le ravitaillement quasi impossible par moment. Les dépôts mal organisés, les vivres irréguliers, tout ça fait que les troupes françaises souffrent de la faim, du froid, de maladies. On a des cas de dysenterie, de scorbut, de fièvre, qui vont affaiblir les effectifs, plus sûrement que les combats. L'éloignement de Paris et la marginalité politique du front et le manque d'intérêt pour cette campagne en comparaison de fronts plus prestigieux contribuent à un abandon logistique presque complet. Les soldats apprennent à vivre de réquisitions locales, ce qui aggrave en plus les tensions avec les populations. Les transports d'artillerie sont quasi impossibles en montagne, forçant l'armée à improviser des défenses retranchées naturelles plutôt que des assauts en règle. C'est dans ce contexte que l'armée va commencer à s'enraciner dans le paysage pyrénéen. L'environnement devient un allié, les cols sont fortifiés, les crêtes tenues comme bastions, la géographie devient un élément structurant de la stratégie défensive puis offensive. L'armée française, livrée à elle-même dans cette guerre oubliée, semble presque au bord de la déroute. Du coup, l'armée française, malgré ses failles, va peu à peu évoluer sous l'effet de la nécessité. Elle va commencer à développer une culture tactique adaptée au terrain et aux contraintes du front pyrénéen. La difficulté d'approvisionnement, la nature montagneuse des opérations et la pression constante de l'ennemi vont l'obliger à apprendre rapidement. Le tournant intervient notamment avec l'arrivée du général Dugommier à la tête de l'armée française. Fort de son expérience et respecté des troupes, il va imposer une discipline, une cohésion et une véritable clarté stratégique. C'est sous son commandement que l'armée des Pyrénées-Orientales va sortir de son rôle strictement défensif pour passer définitivement à l'offensif. Sous sa direction, l'armée entame une reconquête progressive mais méthodique. En mai 94, la bataille du camp du Boulou, déjà le nom est très rigolo, en est l'illustration la plus frappante. Les troupes françaises brisent la ligne espagnole, reprennent l'initiative et regagnent progressivement les places perdues. Ce succès n'est pas simplement tactique, il est aussi psychologique. Cette bataille marque une bascule symbolique. Pour la première fois, l'armée française passe de la défensive à l'offensive. Et dans les semaines qui suivent, c'est Coulure, Port-Vendre, Bellegarde qui sont reconquis. À Port-Vendre, un exploit logistique est réalisé en hissant une batterie d'artillerie sur le fort Saint-Elme sous le feu ennemi. Ces succès s'expliquent non seulement par une meilleure organisation militaire, mais aussi par une adaptation, comme on l'a vu, de la part des troupes. Maintenant, ils ne sont plus désorganisés, ils tirent parti de la géographie, du relief, etc., etc. Pendant ce temps, de l'autre côté, les Espagnols, eux, ils vont se mettre en mode défensif. On défend les hauteurs, on recule petit à petit en envoyant les Français, notamment royalistes, faire du harcèlement. Comme on l'a vu, ça va être frappe de positions avancées, de lignes de ravitaillement, des raids rapides, etc., etc. Bref, dans tous les cas, les royalistes vont aussi servir de support pour le ravito et pour le soutien en munitions. Et si l'armée espagnole n'est pas anéantie, mais recule petit à petit au fur et à mesure. Pour eux, l'objectif principal, c'est de maintenir le contrôle des points stratégiques, notamment des cols, en essayant de ralentir l'avancée des troupes françaises. Cependant, c'est cette incapacité de l'Espagne à élaborer une véritable stratégie offensive qui va mener petit à petit aux différents revers militaires. Donc on peut y voir ici 3 batailles clés, on parlait des batailles décisives tout à l'heure. On aurait ici la bataille de Pey-Restortes en 93, qui est une victoire espagnole qui du coup va réussir à faire plier les Français temporairement. Puis ensuite on va avoir la bataille de la Bicoca qui va être un tournant majeur. L'armée espagnole va subir une défaite cuisante. Ça y est, les Français ont une véritable supériorité tactique.
On a aussi la prise de Perpignan avec une victoire stratégique des Français qui met complètement fin à la résistance espagnole dans cette région. À partir de ce moment-là, c'est la débandade. Ce qui fait qu'à l'automne 94, l'armée des Pyrénées-Orientales franchit la frontière et s'engage enfin sur le territoire espagnol. La victoire à Figueras en novembre ouvre la voie vers Rosas et menace la Catalogne. Pourtant, cette percée spectaculaire est freinée par les mêmes difficultés logistiques qui avaient entravé les Espagnols quand ils essayaient d'arriver. Comme quoi, finalement, peut-être qu'il faudrait que chacun reste chez soi et les crocodiles seraient bien gardés, mais visiblement, c'était pas le but. Le ravitaillement ne suit pas, les renforts sont rares, les soldats sont exténués. Et fort de leur élan, les troupes françaises pénètrent en territoire espagnol à la fin 94. Dugommier va mourir le 17 novembre à la bataille de la Sierra Negra. Et malgré tout, les Français vont continuer à se battre. Mais toutes les difficultés vont faire que l'armée à bout de souffle ne pourra pas aller plus loin. Au final, c'est le traité de Bâle, et pas le dieu, qui va mettre fin au conflit entre la France et l'Espagne. L'Espagne doit accepter la perte définitive du Roussillon, qui reste annexé à la France révolutionnaire. Cette défaite n'est pas seulement une perte territoriale, elle marque également un affaiblissement du pouvoir de la monarchie espagnole et surtout de son ministre, le fameux Miguel Godoy. La perte du Roussillon est donc un coup dur pour le prestige de l'Espagne qui non seulement perd un territoire stratégique mais aussi son influence. Sur le plan interne, la défaite du Roussillon va alimenter les tensions politiques. Godoy va bien sûr servir de bouc émissaire, c'est le responsable de la débâcle, etc. etc. En 1808, Godoy finira par être complètement renversé. Et la famille royale finira même par abdiquer face à la pression des réformes et la crise interne, exacerbée aussi par la pression de l'extérieur, notamment par un certain Napopo. Mais bref, ça, c'est dans le futur. En tout cas, la défaite de 95 a également des répercussions sur l'Espagne à un niveau international, comme on l'a vu. Elle va être forcément beaucoup moins bien perçue par les différentes autres factions. Dans tous les cas, d'un point de vue militaire, la guerre du Roussillon a révélé plusieurs faiblesses dans l'armée espagnole, notamment en termes de mobilité, de logistique, de coordination stratégique, blablabla, c'est toujours la même chose. Ce conflit, longtemps relégué aux marges de l'historiographie, révèle pourtant des dynamiques majeures de la guerre révolutionnaire. D'un point de vue stratégique, il reste relativement classique, siège, ligne de front stabilisée, peu d'innovation doctrinale. Pourtant, le chaos du Roussillon, à travers le chaos du Roussillon, une nouvelle manière de faire la guerre émerge, non pas par le génie militaire, mais par la contrainte, l'adaptation et l'apprentissage au contact direct de l'environnement. Loin des grandes batailles napoléoniennes, cette guerre des Pyrénées orientales représente un moment relativement charnière dans la transition d'une armée française de l'Ancien Régime et de celle de l'armée révolutionnaire. Ce conflit, parfois négligé, révèle également des tensions propres à une armée en recomposition entre volontariat idéologique et professionnalisation, entre improvisation tactique et affirmation stratégique. Les difficultés logistiques, l'environnement hostile et l'instabilité politique auraient pu condamner cette armée à l'échec. Pourtant, portée par une capacité d'adaptation remarquable et une dynamique de reconquête tardive mais déterminée, elle a su transformer un front secondaire en espace d'apprentissage stratégique. Cette guerre de montagne, modeste dans ses ambitions mais riche en leçons, témoigne que l'histoire militaire ne se joue pas seulement dans les grandes capitales, mais aussi dans les cols oubliés des Pyrénées. Bien qu'oubliée du coup par l'histoire, elle incarne à elle seule les contradictions de la période révolutionnaire. Une armée improvisée mais capable de s'adapter, un commandant instable mais réactif, etc. etc. Bref, vous avez compris. Voilà, l'intervention de l'Espagne dans la guerre du Roussillon, bien qu'elle était initialement motivée par le soutien aux différentes monarchies du coin, de l'Europe, n'a pas permis de renverser le rapport de force. L'Espagne, déjà affaiblie économiquement et militairement, va payer un lourd tribut suite à cette guerre sans obtenir de résultats décisifs. En conclusion, donc, la guerre du Roussillon fut une période décisive marquée par une défaite stratégique pour l'Espagne et une victoire consolidée pour la France. Elle symbolise la fragilité de l'ordre monarchique face à la montée des idéaux républicains et à l'ascension d'une nouvelle forme de guerre qui repose sur la mobilisation populaire, les guerres de mouvement et la coordination des armées. La perte du Roussillon va avoir des répercussions profondes non seulement pour la géopolitique de l'époque, mais aussi pour les relations internationales et la stabilité interne entre les deux pays. Elle prépare en quelque sorte le terrain pour les tensions ultérieures qui secourront l'Espagne tout au long du début du XIXe siècle.
tandis que la France s'impose comme la grande puissance du moment. À moins que vous vouliez rebondir sur quelque chose, je vous remercie d'être venu pour cet épisode. Merci à vous, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses sur cette guerre très méconnue du théâtre de la première Ah oui, coalition. clairement, je suis venu en sachant très en rien du tout. dilettante. Donc merci à vous aussi, les auditrices et les auditeurs. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si j'ai fait quelques erreurs au niveau des dates ou des différentes impressions. Faut pas hésiter parce que c'était vraiment très très complet. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.